Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Hier, vous avez entendu le premier épisode de notre série consacrée à la poésie de Mahmoud Darwish, préparée par Tiffaine Le Gall. Aujourd'hui, nous allons suivre le deuxième épisode, L'exil, le gouffre en soi. Là-bas, tu as suffisamment vécu les effets destructeurs de la Nakba pour te faire détester l'autre moitié de l'enfance. Un seul pull, élimé, ne suffit pas pour construire une amitié avec l'hiver. Tu chercheras la chaleur dans le récit et fuiras vers un monde imaginaire écrit à l'encre sur le papier. Tu n'entendras les chansons qu'à la radio des voisins, et tu ne trouveras pas de place pour tes songes dans la maison en terre battue, érigée à la hâte tel un poulailler. 7 rêveurs s'y entassent, aucun n'interpellant l'autre par son nom depuis que le nom est devenu un nombre. Les paroles ne sont que signes secs échangés en cas d'extrême besoin, comme lorsque, mal nourri, tu perdais connaissance et que l'on te soignait à l'huile de morue. Ce don du monde civilisé à ceux que l'on avait expulsés de leur maison, tu l'ingurgites, contraint, tout comme tu contrains ta douleur à dissimuler sa voix sous un semblant de contentement. Tu te souviens du goût âpre du miel que ton grand-père te forçait à avaler. Tu ne supportais pas la vue de ta grand-mère, un tamis devant le visage pour se protéger des piqûres des abeilles et cueillir d'une main hardie le rayon de miel. Tout ici était preuve de la perte et du manque. Tout ici était comparaison douloureuse avec ce que fut là-bas. Mais ce qui te blessait plus encore était que là-bas était tout proche d'ici. Voisin privé de visite, tu regardais ta vie que des immigrés du Yémen prolongeaient à ta place, sans droit pour toi de te mêler de ce qu'ils en faisaient. Ils étaient les titulaires d'un droit divin, tu étais l'étranger réfugié. Quand tu disais à tes parents « De ma vie, je n'ai rien goûté d'aussi mauvais que l'huile de morue », les grands se moquaient de toi. As-tu déjà une vie, toi, l'enfant de 7 ans, pour avoir des souvenirs ? Tu répondais « Oui ». Là est la différence. Le passé est apparu, soudain, comme les champignons. Tu avais désormais un passé que tu voyais lointain, et lointaine la maison que le passé habitait, solitaire. Il naissait de l'absence. Il t'appelait de tout ce qu'il possédait de fleurs jaunes, des figuiers et de barbarie, sur un chemin montant sur les collines, de l'odeur de la nostalgie qui ressemble à celle des châtaignes grillées dans les braseros et de la cape de ton grand-père, brune comme le tabac mouillé, légère comme les bruits d'une lutte amicale entre la sagesse et l'absurde. Le passé naquit comme les mamelles d'une chienne sur le point de mettre bas. Il naquit de ta peur d'un lendemain entier, prête à enlever la mariée sur le cheval du comte. De tout ce que tu vivais, de tout le malheur du présent en toi, de sa fin pour définir l'identité, naquit le passé. Présente absence, traduit de l'arabe par Marouk Mardambey et Elias Sambar. Dans le premier épisode, j'ai tracé dans les grandes lignes le parcours de vie de Mahmoud Darwish. Je voudrais aujourd'hui évoquer plus précisément le motif de l'exil comme une sorte de principe premier constitutif de son identité poétique. Pour Darwish, l'exil est la blessure originelle, la fracture qui préside à toutes les autres, et se fait l'écho d'un manque impossible à combler. L'absurdité n'est jamais aussi entière que dans ce manque intime, douloureux, qui rejoint la perte de la beauté, l'éloignement du monde, et le doute de l'existence d'un sens extérieur à notre volonté. Dans Présente absence, autobiographie poétique, où le poète s'adresse à lui-même pour retracer son histoire, il fait le lien entre le lieu perdu, quand à l'âge de 7 ans il connut un premier exil au Liban, et le temps de l'enfance. Ses parents s'amusent d'un si jeune enfant qui parle de sa vie comme s'il avait déjà longtemps vécu.
Mais la perte du lieu de l'enfance, c'est la perte de l'enfance elle-même et l'irruption du passé révolu. Chez Darwish, l'exil se déploie dans un relief où l'espace est étroitement corrélé au temps, car le lieu de l'enfance disparaît avec elle. Son expérience de la Nakba est ce qui a, selon lui, scellé son destin d'enfant. Il en parle comme d'une nuit qui mit un terme violent à son enfance. Il s'agit donc d'un double deuil, celui d'une terre à jamais perdue et d'une époque irrémédiablement révolue. Ce qui m'intéresse dans son cheminement poétique, c'est la fonction initiatique de l'exil en matière de langage. Le traumatisme de l'expulsion, de la fuite précipitée s'accompagne et s'alimente de l'irruption brutale et soudaine de mots inédits dans son vocabulaire, le mot « patrie », les mots « guerre »,« nouvelle »,« réfugiés »,« armée »,« frontière », comme autant de fenêtres sur un nouvel univers. Et ce sont ces mots, ce langage surgissant dans sa sphère lexicale qu'il tient pour responsable de la fin prématurée de son enfance. Ce que le sentiment de l'exil révèle, c'est l'importance du lieu que nous habitons. J'ai même tendance à penser de plus en plus que les lieux nous habitent autant que nous les habitons. C'est une question qui, d'une certaine façon, nous concerne tous. De quelle façon est-ce que la géographie des lieux où nous avons grandi nous modèle, contribue à nous déterminer ? De quelle façon les lieux où nous avons vécu influencent-ils notre représentation du monde ? On retrouve chez Darwish l'idée que nous sommes cousus à une terre, qu'elle nous a façonnés, et qu'on ne peut s'en séparer sans s'arracher à une part de soi. Alors j'ai envie de faire dialoguer deux poèmes. L'un des jeunes années et des débuts, l'autre plus tardif, presque au terme d'un parcours, et qui évoquent tous deux chacun à leur façon la fracture de la perte qu'est l'expérience de l'exil. Voici donc « À ma mère », c'est un poème écrit en 1966, publié dans l'anthologie « La terre nous est étroite » et traduit par Elias Sambar. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Et l'enfance grandit en moi, jour après jour, et je chéris ma vie, car si je mourais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Fais de moi, si je rentre un jour, une ombrelle pour tes paupières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sous tes talons innocents. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux un fil qui pend à l'ourlet de ta robe, et je serais peut-être un dieu si j'effleurais ton cœur. Si je rentre, enfouis-moi, bûche dans ton âtre. Et suspends-moi, corde à linge, sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour. J'ai vieilli. Ramène les étoiles de l'enfance, et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour, au nid de ton attente. 40 ans plus tard, dans La Trace du papillon, journal poétique de l'année 2006-2007, l'odeur du pain ramène le poète au commencement, à la morsure d'une réminiscence. Et c'est une vie qui commence. Dans une boulangerie, au coin d'une petite rue parisienne, je sirote mon premier café. Le matin, l'odeur du pain se mêle à celle du café, et elles ouvrent mon appétit d'une vie fraîche, débutante, d'une paix volontaire avec les choses simples, avec des pigeons qui s'entêtent à sautiller entre les piétons et les voitures plutôt que de voler. Il n'y a que moi d'assis, seul, avec mon carnet. Mais je sens que je partage l'excitation des vieilles dames quand elles se racontent les détails de la vie des autres. Et je m'associe à la neutralité habile des boulangères et des belles serveuses courtisées par des clients plus âgés que moi. Je prends mon temps pour boire mon café afin de faire durer la compagnie supposée de ceux qui m'entourent. L'étranger n'a d'autre choix que de s'inventer une familiarité avec un quelconque lieu, et j'ai choisi ce coin de la boulangerie pour m'inventer une habitude quotidienne, comme si j'avais rendez-vous avec des souvenirs assidus, ne comptant que sur eux-mêmes pour croître. Je digresse vers l'histoire du pain. Comment a-t-on découvert le premier grain dans un épi vert tressé comme une natte ? Comment un homme l'a-t-il observé jusqu'à ce qu'il eût grandi et jauni ? Comment a-t-il eu l'idée de le moudre
de le pétrir et de le cuire jusqu'à réaliser ce miracle. Je vois des champs lointains dans des temps éloignés et je m'interroge. Combien de temps a-t-il fallu pour créer tout cela ? Le parfum du pain frais me parvient, je regarde ma montre et je reviens d'un temps immémorial à une vie qui commence. On pourrait commenter l'évolution formelle de ces deux textes. Mais j'aime aussi voir comment les images traversent une vie, comment le pain de la nostalgie est le même chez le jeune Darwish que chez le Darwish de l'âge mûr. D'un côté comme de l'autre, les sensations convoquent le souvenir et font revivre le temps immémorial. Je me sens concernée par ce qu'il écrit. Pourtant, moi je n'ai pas vécu l'exil. Mais ce dont il nous parle, ce n'est pas seulement de son vécu, mais du sentiment que l'on a tous connu, que l'on connaît tous un jour, la familière étrangeté de notre propre solitude. Le premier étranger, c'est celui que l'on porte en soi. J'aurai l'occasion d'y revenir prochainement. Il n'y a pas de retour possible pour l'exilé, même s'il a un jour la possibilité de rentrer. On croit retrouver les terres de son enfance, mais le temps les a englouties. Et la Palestine, blessure qui ne cicatrise pas, plaie impossible à refermer, dit tous les exils, toutes les terres saintes perdues dans la violence du monde. Elle est un hors-lieu, un hors-temps. Elle est dans l'invisible, ce qui n'existe pas de ne pas être nommé, dont le silence résonne jusqu'à nos oreilles. L'exil n'est donc plus une situation, c'est un état. Mais si l'exil est un mal qui ronge, la poésie en est le remède. Elle élargit le monde, ce monde trop étroit. Une chose essentielle à comprendre pour entrer dans la poésie de Darwish, c'est la profonde correspondance qui existe entre le verbe, la parole poétique et le lieu. Mes poèmes ne distribuent pas qu'images et métaphores, dit-il, mais des paysages, des villages, des champs. Voilà l'enjeu pour tous les exilés, ces errants perpétuels, ceux qui cherchent l'harmonie préservée d'un temps toujours déjà perdu, ceux qui ont cette intuition qu'il existe sans pour autant rien en savoir, ceux qui ont fait de l'exil une identité faute de savoir qui ils sont, ceux qui se poseraient de pouvoir répondre à la question préliminaire « Où suis-je ?» Et en cela, ne sommes-nous pas tous des exilés à perpétuité ? La poésie approche donc cet exil originel, cette perte insoluble de l'humanité première. Darwish conçoit ses poèmes comme une géographie. Bayt, en arabe, désigne la maison, mais c'est aussi le vers poétique. Le vers est donc le lieu de l'identité, comme la maison est un lieu de vie. C'est le lieu dans lequel le poète nous invite à élire demeure, avec bien sûr toute la difficulté que cela comporte, parce qu'il ne suffit pas de rentrer dans une maison vide pour qu'elle devienne votre maison. Il ne suffit pas de prendre possession d'une terre pour qu'elle devienne votre terre. C'est plus complexe que cela. Une maison nous échappe. Le plus souvent, on se contente de l'occuper. On ne s'y déploie jamais totalement, entièrement, comme il serait nécessaire de le faire si on voulait vraiment l'habiter. Et c'est un peu la même chose en Palestine. Les mandats, les territoires, les colonies, tout ce vocabulaire de l'occupation occulte la question de l'identité du lieu, de sa prégnance, de sa vibration, de son sang. De la même façon, il faut mâcher le verre comme on arpente une terre, l'ingérer, le faire sien. Et je vous propose pour terminer cet épisode d'écouter la définition de l'exil que propose Darwish dans Présente absence. L'exil n'est pas un aller-retour, ni une résidence dans la nostalgie. Il peut être une visite, une attente de ce que le temps ferait de nous, une sortie de soi vers les autres pour se connaître et se rapprocher, ou bien un repli dans sa coquille. À chaque exil, sa nature et ses traits. En exil, tu t'entraînes à méditer sur ce qui ne t'appartient pas et à l'apprécier. Car l'exil éduque le corps, te ravit par la beauté des formes, même si tu n'en saisis pas tout le sens.
la perfection et la conscience du manque. Des statues glorifient le passé, d'autres s'élancent pour passer du sentiment de l'identité à une identité sentimentale, d'autres encore libèrent l'avenir de l'esthétique et la nature de la discipline de l'imagination. La beauté et l'altitude. Mais tu préfères, en raison de ton origine rurale, les arbres qui se reflètent dans l'eau de la rivière et ses pigeons. Tu t'arrêtes longtemps devant un iris qui a poussé tout seul, hors de la plate-bande. Non qu'il soit étranger comme toi, mais parce qu'il grandit sans soin en comptant sur lui-même. L'exil est le voyage du poète dans le poème, un voyage dans le voyage, mais le langage métaphorique regarde derrière lui. Regarder derrière soi est, dit-on, un attribut de l'exil. Tu t'es demandé en accrochant tes tableaux sur les murs de ta nouvelle adresse où revenir, où aller. Le futur était transitoire, et le passé l'était davantage, qui avait volé en éclats. L'éternité pointant de la lumière du jardin s'esclaffait, tu l'as taquiné. Tu es toi aussi un exil. Tu t'es demandé combien de clous as-tu déjà enfoncés dans les murs d'autres maisons? Combien de tableaux accrochés, de lits abandonnés là où d'autres ont dormi, de brouillons ou d'incipits oubliés dans d'autres tiroirs, de photographies de femmes perdues dans des livres que tu n'as pas lus. Combien de fois t'es-tu dit « Combien encore dois-je voyager, émigrer, partir sans percevoir la différence dans mon destin entre le voyage, l'émigration et le départ ?» La synonymie est si illusoire, la métaphore si changeante, qui passe de « ma patrie n'est pas une valise » à « ma patrie est une valise ». Vous venez d'entendre le 2e épisode de notre série consacrée à la poésie de Mahmoud Darwish, préparée par Tiffaine Le Gall. Demain, vous pourrez suivre le 3e épisode, L'étranger en nous. Tiffaine Le Gall vit à Brest. Agrégée de lettres modernes, elle enseigne le français. Dans sa thèse de doctorat, elle s'est intéressée à l'art du conte, la tradition orale et la langue bretonne. Son premier roman, Une ombre qui marche, a été publié en 2020 aux éditions de l'Arbre Vengeur. Ont suivi Le principe de réalité ouzbek et La fille près du feu, tous deux disponibles aux éditions La Manufacture de Livres. Mahmoud Darwish, né en 1942 à Birwa, près de Saint-Jean-d'Acre, est unanimement considéré comme l'un des plus grands poètes arabes contemporains. Auteur d'ouvrages maintes fois réédités et traduits partout dans le monde, il est publié en France par Actes Sud. Sa poésie se trouve dans la maison Sindbad d'Actes Sud. Toutes les références concernant les extraits partagés avec vous sont dans le texte du podcast. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.